Voilà, ça fait 2 ans que je viens ici, tous les jours en bus, voir mon épouse. Bientôt 70 ans de mariage. Et comme on s'est promis, pour les bons et pour les mauvais jours. C'est ma deuxième demeure. Et comme quelquefois on me dit, et vous, monsieur, quelle est votre chambre? Tout est dit. Monsieur Richard Collet, bonjour. Bonjour, monsieur Lieusalle. On va avoir le plaisir ce matin de dérouler 90 ans d'une vie riche. Et puis on va commencer, comme c'est la tradition d'un Mémoire vive, par feuilleter un peu votre album de souvenirs. Mais volontiers. Alors, si on regarde la première photo qui a été prévue, vous avez là 4 ans et on vous voit assis dans une baignoire. C'est quoi avoir 4 ans en 1937? C'est le moment où, gâté par mes parents, par mes oncles et mes tantes, par ma grand-mère, qui vivait encore, je me disais, je suis bien seul dans cette famille. Tout le monde se précipite vers moi et ça serait le moment qu'il y ait quelqu'un qui vienne à mon secours. Voilà. C'est là où vous avez rêvé d'une petite sœur? Voilà, c'est ça. C'est ça. J'avais 4 cousins qui habitaient à proximité. Et puis, je disais, oh non, je ne veux pas un frère, j'aimerais bien une sœur. Ah oui. Sur cette deuxième photo, vous avez 6 ans. Oui. On est donc en 39. C'est le début de la guerre. Mon père, qui n'avait pas été pris au recrutement, est convoqué par l'armée, versé dans les complémentaires et part à la guerre. À 6 ans, est-ce qu'on a conscience que c'est la guerre? Oui. Ouais. Oui, en ce sens que ça perturbait tout. Par exemple, la circulation. Il n'y a plus de voitures, il y a peu d'hommes. C'est les femmes qui assument le maximum des tâches de la vie courante. Maintenant, on va sauter quelques années et on se retrouve, vous avez, je crois, 12 ou 13 ans, quand vous patinez sur la terrasse du château. Milon Gallet, commerçant à Orbe, passait ses nuits à arroser le château pour nous procurer une magnifique patinoire naturelle. Et non seulement il préparait la glace, mais à ces moments perdus, il la sculptait et il nous avait placé toute une série d'animaux au pied de la tour ronde, sur les rochers. Alors là, dans l'album, on se trouve en 1952. Il y arrive un événement qui va bouleverser votre vie. Vous avez 19 ans. Oui, ma mère est tombée gravement malade et est décédée en août 1952. Ça perturbe grandement la vie de famille. Mon père a courageusement repris le flambeau et puis j'ai essayé de soulager au maximum dans la mesure où j'avais quand même l'âge de sortir un peu du cocon familial. On se retrouve maintenant dans les années 52, 53. Vous êtes apprenti. Qu'est-ce que ça représente, être apprenti à cette époque-là? Alors c'était devoir compter encore sur ses parents pour vivre parce que le salaire était plus symbolique qu'effectif. Je crois que la formation n'a pas beaucoup changé depuis. Il faut passer dans tous les secteurs du métier pour
apprendre, enregistrer. Et qu'est-ce que vous faisiez comme apprentissage à cette époque? Apprentissage de commerce. On se trouve maintenant devant une photo où on voit la vitrine de chez Gonzette, le célèbre magasin Gonzette d'Orbe, que peut-être certains n'ont pas connu. C'était une entreprise qui formait des apprentis également. Il y avait un apprenti par année. On y vendait de tout. C'était le grand magasin de toute la région. Il y avait la responsable du magasin d'en haut, parce que Gonzette avait 2 magasins, un sur la place du marché et l'autre à l'entrée de la rue centrale. Oui, ma femme, accompagnée de 2 collaborateurs, oui, 2 collègues, Ouais. et puis de la responsable du magasin d'en haut. J'ai effectué mon école de recrue à Bière. C'était une période assez critique. Il y avait la guerre de Corée dont on ne voyait pas le bout. Et les autorités de l'armée avaient un peu durci la formation, l'entraînement des soldats. Et nous avions à tondre des fils dans les gorges du Toleur en dessous de Bière. C'était extrêmement pénible comme travail. Là, c'est une photo où on voit les usines à Sours. Après mon école de recrue, j'ai été au chômage quelques mois et puis j'ai pu trouver un travail là-bas à Sours en Suisse allemande. J'y suis parti avec mon épouse et notre première fille. Je n'ai pas appris l'allemand ou le suisse allemand. Par contre, mes collègues suisses-allemands ont perfectionné leur français. Alors là, on fait un petit saut dans le temps, on est en 1958, Oui. Et on vous voit sur cette photo aux familles avec 3 enfants. C'est ça. Un papa comblé. Tout à fait. L'aîné est né à Orbe, le deuxième est né à Sours, le troisième est né à Morges. D'accord. Ce qui illustre un peu le parcours varié, tout à fait. Très précieux pour la formation professionnelle dans la mesure où on voit un tas de choses différentes du travail d'avant. Dans la même année, vous êtes entré aux établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe. Une place s'est libérée à Orbe et j'ai pu entrer aux établissements de la Plaine de l'Orbe, où d'ailleurs mon père poursuivait sa carrière. Nous avons donc l'occasion d'aller au travail ensemble et en vélo, comme c'était à l'époque. Il n'y avait que le directeur ou éventuellement l'aumônier qui disposait d'une voiture. Quelle était votre fonction? Alors, je suis entré comme employé de bureau. Vous avez bien sûr rencontré des prisonniers. Quelle était votre manière d'approcher ces personnes qui étaient privées de liberté? Les détenus, en entrant, sont soumis à un petit interrogatoire administratif pour préciser, vérifier les renseignements qui sont fournis par les autres autorités, et puis où ils peuvent donner des indications, par exemple, qui faut-il avertir s'il y a un incident, etc. Donc, c'était une occasion précieuse de prendre conscience des problèmes de ces gens. Ils étaient très ouverts dans la mesure où c'était probablement depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois, qu'ils voyaient quelqu'un qui n'était pas en uniforme. Ils avaient l'occasion de s'épancher. Et c'est là que vous avez profité de mettre en valeur vos capacités de relation, d'humanité face à des gens qui étaient souvent en détresse, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Ouais. On pourrait dire que ce moment à l'entrée pouvait conditionner la suite du séjour en prison, si ça se passait bien. C'était important. Vous avez participé à la création du musée des EPO. Oui, c'était un musée amusant dans la mesure où un tas d'objets qui pourraient favoriser une évasion ont été rassemblés, recueillis par le personnel de surveillance.
Je crois qu'il convient de dire que une prison dont on ne pourrait pas s'évader, ça serait la pire des prisons. Dans l'âme humaine, il y a toujours l'espoir d'échapper à la prison. Bon, viendra un jour où il y aura la liberté, mais quelquefois certains sont impatients. Ouais. Oui, oui. Alors, ils ont une imagination incommensurable pour rassembler les objets nécessaires à faire une scie, à se procurer de quoi une échelle ou en tout cas une corde pour pouvoir descendre le long d'une façade. Ouais. Et puis alors, comment peut-on introduire dans une prison des appareils aussi gros que le talkie-walkie de la première image, par exemple? C'est souvent difficile à imaginer, mais enfin, il y a toujours des véhicules qui entrent et qui sortent de la prison pour apporter de la nourriture, pour apporter du matériel pour les ateliers. Et on peut supposer qu'un complice extérieur a réussi à glisser dans un fourgon ce qu'il fallait. C'est important aussi de pouvoir prendre du temps pour s'évader à travers peut-être des objets. C'est très important. C'est très important à travers des objets ou, pour ce qui est de l'organisation de la prison, les loisirs qui sont proposés aux détenus. Des loisirs de jeu ou de formation. Et par exemple, j'ai été le premier à donner un cours de dactylographie à un groupe de détenus au pénitencier. Lorsque j'ai vu la liste des intéressés, ils étaient 8. La totalité de leur condamnation dépassait les 100 ans. En parlant de loisirs, est-ce que vous étiez là le jour où Johnny Hallyday est venu aux EPO? Non, je n'étais pas là. Ça a été une volonté de la direction qu'il n'y ait qu'un minimum de personnel entre Johnny et les détenus. Là, maintenant, on a mis à l'image votre carnet, l'entête de votre carnet de pompier. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, ce moment Lorsque je suis entré aux EPO, mon souci a été de m'intégrer le mieux possible parmi l'ensemble du personnel. Le corps de sapeurs-pompiers était formé par les surveillants et on m'a demandé si je participerais. J'ai accepté volontiers et ça a été pour moi une occasion de contact très précieux avec tous les collaborateurs des EPO. Il y a une petite anecdote que vous m'avez présentée, c'était celle du retour de vacances où vous avez appris par lettre quelque chose d'un peu hallucinant de la part de votre assurance. Dans ce courrier se trouvait par exemple une lettre de mon assurance, auto, me disant que nous avions de bonnes relations, mais qu'il constatait en étudiant mon dossier que je n'avais pas d'assurance auto. Donc vous êtes parti en vacances sans assurance auto. Voilà, c'est ça, selon eux. D'accord. Et puis vous êtes revenu en apprenant dans la feuille d'avis d'orme, à l'époque c'était la feuille d'avis d'orme, que votre maison avait brûlé. Ben oui. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas, mais il y a eu une erreur dans le nom de la rue, si bien que les immeubles qui avaient été touchés correspondaient aux miens au point de vue des numéros. Alors non seulement ça avait brûlé, mais la municipalité avait autorisé la réparation. Incroyable. Incroyable. Ah ouais. Et puis vous avez une petite anecdote parisienne à nous raconter. Oui, nous étions en été, à la fin du mois d'août, il faisait une chaleur torride. On buvait bien sûr pour compenser, mais il fallait aussi évacuer. Bien sûr. Et
Il y avait une particularité, les hommes entraient et sortaient rapidement, alors que les dames avaient une longue queue qu'il fallait assumer. Je regarde autour de moi et il y avait un serrurier en train de travailler sur une énorme porte, une porte à 2 battants. Le bas était en acier, le haut en verre de sécurité. Le serrurier fourgonnait sur sa serrure, et ce qui n'aurait pas dû arriver arriva. La vitre se... Ouais. Elle s'est fondue, disons. Complètement, oui. Ouais. La dame qui s'occupait des WC était à côté de lui et n'a pas du tout apprécié que sa porte soit cassée. Elle le dit vertement à l'ouvrier qui répond, le temps monte, je me dis mais il faut faire quelque chose, ils vont se battre pour une histoire pareille. Et brusquement, j'ai eu la solution. J'ai dit à la dame, vous avez de la chance. Elle me regarde, qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il veut Avec son bon accent vaudois en plus. En plus, je lui dis, vous avez de la chance, on dirait une œuvre d'art. Elle était sous la... Juste, elle recule un peu pour regarder. Je l'entends dire, oui, c'est assez joli. Sa fureur était tombée. Alors, sur la photo suivante, on voit le mariage de votre petite fille, Tania, la fille donc de votre fille Marie-Claire. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour un gros papa, ce temps qui passe? C'est magnifique, c'est le temps qui passe et c'est la vie qui se poursuit, qui se déroule. Ça a été un beau mariage, c'était dans le Val d'Anivier, dont l'époux est originaire. Ah, voilà. On voit maintenant une photo qui a été prise dans les couloirs de l'hôpital d'Orbe avec la sculpture célèbre de Louise Nordländer. Oui. Et puis il y a une vieille dame là assise sur un banc. Qui était-elle? C'était ma belle-mère qui a vécu jusqu'à 100 ans. Et elle aimait beaucoup faire des tours en voiture, donc on la prenait assez régulièrement. C'était un grand plaisir pour elle et pour nous aussi. Vous m'avez soumis également un certain nombre de photos, je pourrais qualifier d'humoristiques. La première, c'est cette annonce de danger de chute de neige. Mais pourquoi ces photos? Je m'entraîne presque à trouver les choses qui sont sortant de l'ordinaire et qui nous permettent un peu de relativiser les aléas de l'existence. Et là, la chute de neige prévue sur le parc à voitures m'a paru délicieuse. Absolument. Et puis il y a aussi cette déviation avec ces 2 panneaux orange qui proposent... On ne sait quoi. Allez où vous voulez finalement. Tout à fait. L'écriteau principal a été enlevé, puis on n'a pas enlevé le rappel. Donc on ne rappelle rien du tout. Ah, il y en a une toute délicieuse que vous avez dénichée à Orbe. Oui. Oui, sur certains des arrêts de bus, Orbe a été changé en Obre. Et puis alors il y a la petite dernière, c'est celle de la Migros, où on propose un rabais de 30%. Et le 30% est à l'envers. Donc c'est plutôt un prix à l'augmentation. C'est ça. Alors on va terminer avec cette très belle photo de la fontaine de la rue Sainte-Claire. Là, c'est chez vous. C'est tout près de chez moi. Ouais. Lorsque j'étais jeune, cette fontaine servait essentiellement, et c'est pour ça qu'il y avait un écriteau, garder l'eau propre, ou interdiction de salir l'eau, parce que c'était l'abreuvoir pour les vaches de la famille Bousson. L'étable était à la rue Sainte-Claire. Il n'y avait pas que les vaches, il y avait les chevaux, les chiens bien sûr, et puis les gens, mais ils buvaient au goulot. On arrive au terme de cet entretien pour Mémoire vive. Je vous remercie infiniment au nom de CAPS TV et je vous souhaite encore longue vie. Merci.
Longue vie à Cap TV aussi. Comme on s'est promis pour les bons et pour les mauvais jours.